Flavien, tu m'entends? Je t'entends, Oh, Frédéric. génial. Ça serait bien, on adore l'observatoire du CTLM, mais est-ce qu'on pourrait au moins te voir un petit peu? Me voir? Ouais, tu peux nous Ouais. départager ton écran Alors. qu'on te voit? Alors. Voilà, on te voit. On Ouais. te voit, c'est nickel. Bonjour tout le monde. Alors, je pense que tu as pas besoin de tes slides pour te présenter rapidement. Oui, donc je dirige l'Observatoire CTLM. J'ai eu l'occasion déjà de venir chez vous. Là, aujourd'hui, malheureusement, je ne pouvais pas être présent physiquement. Donc, on fait une première. On va faire une conférence par Skype. Donc, effectivement, comme l'a dit Frédéric, on demande un peu d'indulgence. J'espère que la connexion sera bonne. Voilà, donc moi, je vais vous présenter l'étude sur les jeunes, les millennials, cette génération qui consomme un petit peu différemment, vous allez le voir, mais qui est une génération malgré tout qui ne rejette pas en tant que telle les magasins. Hop, je ne sais pas si Frédéric, on voit le Surtout, PowerPoint. Ouais, là on le voit, c'est bon, on le voit. Ok, super. Allez, c'est parti. Donc en fait, d'abord, je vais juste rapidement définir les millennials. Les millennials, ce sont les moins de 35 ans. Flavien, je peux t'arrêter 2 secondes? On va faire monter le son et on va faire taire, s'il vous plaît, au fond là. Les turbulents. Vous faites trop de bruit là-bas. Venez écouter Flavien Neuvy. Et Nicolas, tu peux nous mettre le son plus fort? Ouais. Voilà, et je ne sais pas si c'est mieux. Ouais, Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Là, il y a la régie Bon. qui va s'adapter, qui va baisser un petit peu parce que là, c'est très très fort. Ok. Tu dois nous Je entendre. vais vous casser les oreilles. Ouais. Je vais vous casser les oreilles comme ça. Alors, je vais vous expliquer donc que les millennials sont très importants pour une raison simple, c'est que cette génération-là, elle n'aura jamais connu le monde sans Internet. C'est ça qui est assez exceptionnel, c'est-à-dire que nous, les plus de 35 ans, je vais dire ça comme ça, on a connu le monde sans téléphone portable. Vous voyez, on vivait sans téléphone portable et cette génération-là ne connaîtra jamais le monde sans Internet, ce qui veut dire qu'ils ne se poseront jamais des questions que nous, on a pu se poser à un moment donné. Par exemple, est-ce que c'est dangereux de payer en ligne? Est-ce qu'on sera bien livré de son matériel si on achète en ligne? Il n'y aura jamais de frein par rapport à ça. Ils utiliseront le numérique massivement. Ça veut dire qu'au cours des prochaines années, le numérique va encore monter en puissance. Alors la question, et qu'on s'est posée dans cette étude, c'est est-ce que finalement l'existence même des magasins pouvait être remise en question auprès de cette génération? Est-ce qu'ils rêvaient d'un monde 100% virtuel? Vous l'avez dans le titre, la réponse est non. Et on va voir effectivement que les jeunes ne rejettent pas les magasins, mais s'ils ne rejettent pas les magasins, ça ne veut pas dire pour autant que les magasins doivent rester figés et ne pas bouger. Voilà, pour cette étude, on a interrogé plus de 13 000 personnes en Europe. Évidemment, je vais centrer mon propos plutôt sur la France, même si les résultats sont assez homogènes. Alors d'abord, je vous propose juste de voir le sommaire, 2 parties dans la présentation. D'abord, on va essayer de définir cette génération, c'est-à-dire qu'on va regarder comment ils se comportent d'un point de vue de consommation. Vous verrez qu'il y a des choses intéressantes. Et puis après, en deuxième partie, je parlerai évidemment de leur relation avec le point de vente. Alors, premier slide que je vous propose, c'est un slide qui est assez terrifiant, je vais vous le dire comme ça. C'est une question assez simple qu'on a posée, qui n'est pas en lien direct avec les magasins, mais quand même, qui est la suivante. Parmi les qualificatifs suivants, lesquels caractérisent le mieux les millennials? Donc, sur la gauche, vous avez la réponse apportée par les jeunes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur demande de s'auto-évaluer en quelque sorte, et à droite, vous avez la vision des 35-70 ans. Et en réalité, quand on demande comment qualifier les jeunes, vous avez les résultats avec un nuage de mots. Plus le mot est gros, plus il a été cité. Donc quand on pose la question aux plus de 35 ans, ils nous disent que les jeunes d'aujourd'hui sont matérialistes, individualistes, paresseux, impatients, immatures, etc., etc. Et quand on pose la même question aux jeunes, ils nous disent qu'eux, ils se considèrent comme étant responsables, travailleurs, ambitieux, tolérants, patients, etc. Alors, franchement, quand on voit ça, on voit bien qu'il y a un choc de génération qui est assez fort. C'est-à-dire que la vision que l'on a de notre jeunesse est assez terrible, parce que c'est vraiment une vision très négative. Je pense très sincèrement que les jeunes ont tendance quand même un petit peu à se surestimer parfois, parce qu'ils ne sont quand même pas tous responsables, travailleurs, ambitieux, etc. Mais ça montre quand même qu'on a une vision de notre jeunesse qui n'est pas extraordinaire et qui, à mon sens, est un problème parce que si on prend l'exemple de l'entreprise, d'une façon générale, ça explique aussi pourquoi on ne fait pas beaucoup confiance aux jeunes dans notre société. C'est vrai qu'on ne leur confie pas beaucoup de responsabilités, il faut attendre très longtemps avant de pouvoir accéder à des responsabilités et que c'est un peu triste parce qu'ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup d'envie et que, vous le verrez par la suite, ce sont des jeunes qui sont plutôt optimistes. Voilà, donc premier élément d'analyse, on a un regard croisé qui est assez dur pour la jeunesse.
Alors, s'il y a des choses qui nous séparent, il y a des choses qui nous rapprochent. Par exemple, parmi les choses importantes dans nos vies, la famille, les amis, c'est une valeur refuge, qu'on soit jeune ou pas jeune. C'est la chose la plus importante dans notre vie, en fait. Hein. Le cercle amical, le cercle familial, ce sont des valeurs sûres. Et ça, c'est un point commun entre les générations. Évidemment, après avoir une vie saine, être en bonne condition physique, plus on est âgé, plus on y attache de l'importance. Et vous le voyez en quatrième position, avoir un travail stable, c'est plus vrai chez les jeunes. N'oubliez jamais que pour la jeunesse aujourd'hui, l'entrée sur le marché du travail est de plus en plus précaire, c'est-à-dire que ça se fait soit via de l'intérim, soit via des CDD, et que évidemment le fait de pouvoir avoir un travail stable, un CDI, ça offre des perspectives qui sont beaucoup plus claires pour l'avenir, pour pouvoir acheter un appartement ou une maison, etc., etc. Et quand donc du coup cette stabilité dans l'emploi est une préoccupation majeure chez les jeunes, et c'est beaucoup plus vrai aujourd'hui que par le passé. Quand on regarde les degrés d'optimisme par rapport à l'avenir, hein, diriez-vous que vous êtes optimiste ou très optimiste, pessimiste ou très pessimiste? Vous voyez qu'en Europe, les résultats sont très clairs. Les Européens sont plutôt optimistes. Et quand on regarde les réponses apportées par les Français, eh ben, nous sommes le pays le moins optimiste d'Europe. Voilà, c'est une constante. Hein, j'avais déjà eu l'occasion de le dire. Nous sommes plutôt pessimistes vis-à-vis de l'avenir. 51% des Français se déclarent pessimiste, il y a ce sentiment, si vous voulez, que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas vrai partout en Europe. Hein. Vous voyez bien, hein, regardez le Danemark, 83% des Danois sont optimistes, la Norvège 79%, le Portugal 76%. Le Portugal qui a connu une crise vraiment beaucoup plus violente qu'en France. Et ben nous, on a ce problème, c'est qu'on pense que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui. Et évidemment, pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Parce que ça a des conséquences sur la consommation. Si vous, individuellement, vous pensez que demain, ce sera plus dur pour vous, je vous donne un conseil simple, hein, arrêtez de consommer et mettez de l'argent de côté. Vous voyez bien que on sait bien que la consommation, le niveau de consommation est étroitement lié à la perception que l'on a de l'avenir. Est-ce qu'on est optimiste ou pas? Et évidemment, si on pense que demain sera plus difficile qu'aujourd'hui, et si on pense que pour ses propres enfants, ce sera encore plus dur, ben on a plutôt tendance à vouloir épargner plutôt que de consommer. Et c'est pour ça aussi qu'en France, on a un taux d'épargne qui est très élevé. Quand on regarde le degré d'optimisme des jeunes, vous voyez, c'est réconfortant parce que les jeunes sont plus optimistes que leurs aînés. Hein, partout en Europe, ça tourne autour de 80% des jeunes qui nous disent qu'ils sont optimistes ou très optimistes. Les millennials ont donc une vision de l'avenir qui est beaucoup plus optimiste. Et je vais vous le dire autrement, plus on est âgé, plus on est pessimiste, ce qui en soi n'est pas une surprise ou n'est pas incompréhensible. Et par contre, vous voyez que les jeunes Français ne sont pas les derniers de la classe en termes d'optimisme. Merci à nos amis italiens qui nous aident là sur ce coup-là. Du coup, c'est eux qui sont les moins optimistes. Alors, les jeunes Français sont quand même plus optimistes que leurs aînés, puisqu'ils sont 71% à être très optimistes ou plutôt optimistes. Donc, ça veut dire que bon, ils sont quand même plus positifs par rapport à l'avenir. Mais quand même, les jeunes Français font partie des moins optimistes d'Europe. Quand on regarde les modes de consommation, alors ça c'est très intéressant. Vous voyez, on a testé plusieurs items. Premier item, je limite mes dépenses à ce qui est vraiment utile, voire essentiel. 81% des Européens, en France on est au même niveau. Et quand on regarde les résultats par tranche d'âge, vous voyez que plus on est âgé, plus on a tendance à vouloir réfréner sa consommation. 83% des plus de 35 ans contre 76% des millennials. Alors ça, évidemment, c'est le résultat de la crise, de se dire que la consommation n'est pas une fin en soi, qu'il faut consommer de façon raisonnable, etc., etc. Le deuxième item très intéressant aussi, c'est j'achète moins, mais je privilégie les produits de haute qualité. 73% en Europe, et vous voyez qu'il n'y a pas d'écart entre les jeunes et les moins jeunes. Et ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au cinquième item. Je privilégie les offres les moins chères et les offres au premier prix. 64% nous ont répondu oui. Et plus encore chez les jeunes. Alors la question que je vous pose, même si je ne suis pas en face de vous, c'est de se dire, bon, là, il y a 64% des gens qui nous disent qu'ils privilégient les offres low cost, en gros, et 73% qui nous disent je privilégie les offres haute qualité. Donc il y a forcément des gens qui ont répondu oui aux deux. Est-ce que c'est incompatible? Est-ce que les gens répondent n'importe quoi? Est-ce que c'est incohérent? Donc la réponse, c'est non. C'est tout à fait classique comme comportement de consommation. Je vous donne un exemple tout simple pour illustrer mon propos. Vous pouvez très bien avoir un client qui, pour ses vacances, décide de partir, par exemple, en Europe centrale, en Croatie. Je prends un exemple. Avec un vol Ryanair, donc low cost, l'offre la moins chère possible. Et une fois sur place, il décide d'aller dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, c'est-à-dire un produit de haute qualité. Et c'est le même client et c'est le même projet. Donc, vous voyez bien que sur ce projet-là, on a d'un côté une offre premier prix et de l'autre côté une offre premium.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors je pourrais prendre l'exemple de la voiture, hein, vous pouvez très bien avoir un couple qui a une Audi ou une Mercedes, enfin une voiture haut de gamme, et la deuxième voiture, une Dacia, une Duster. Et c'est le même client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire du marketing, que le métier de marketeur est de plus en plus compliqué, parce que c'est difficile d'adresser les clients, parce que les clients, on ne peut plus les ranger dans des catégories comme on le faisait avant. Voilà. Donc ça, c'est un élément qu'il faut vraiment avoir en tête. En troisième, plutôt que de consommer, vous l'avez ici, je mets de l'argent de côté pour faire face à l'avenir. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont évidemment plus fortes chez les jeunes parce qu'ils ont envie d'épargner pour préparer l'avenir, pour devenir propriétaire, par exemple. Et puis, dernier point, je cherche à consommer moins car je pense que la société de consommation n'est pas le bon modèle. Là, je dis attention, attention à un point quand même, la consommation responsable, l'exigence d'éthique vis-à-vis des entreprises sont des éléments qu'il faut prendre en compte parce que les consommateurs les prennent de plus en plus en compte. Hein, et on voit bien, à travers des enquêtes de journalistes, à travers différents scandales qu'il y a pu y avoir, sanitaires ou autres, que ce sont des dimensions que les consommateurs pardonnent de moins en moins. D'accord ? Donc, c'est vraiment la consommation responsable au sens large qu'il faut intégrer petit à petit parce qu'il y a une attente de la part des clients. Deuxième partie de la présentation, magasin et millennials, le bon feeling. Alors, on a posé une question toute simple qui est de dire, d'une manière générale, faire du shopping, aller dans les magasins, est-ce plutôt un plaisir, une corvée ou ni l'un ni l'autre? Je précise un point de méthodologie. Sur cette question, on a sorti de l'analyse les réponses concernant la distribution alimentaire, faire ses courses, parce que sinon, on aurait eu certainement une proportion d'une corvée beaucoup plus importante. Donc là, on a simplement testé le point de vente d'une façon générale. Est-ce qu'aller dans les magasins, pour vous, ça reste encore un plaisir? Vous voyez qu'en Europe, moyenne européenne, ici, 47% des Européens nous disent que c'est un plaisir, 28% nous disent que ça les fatigue et qu'ils en ont marre d'aller dans les magasins, et un quart qui nous dit ni l'un ni l'autre. Vous voyez qu'en France, les réponses sont plus positives encore, 50% des Français nous disent que c'est un plaisir. Et quand on regarde nos amis italiens, alors c'est vrai qu'ils sont très amoureux de la mode, etc. 72% des Italiens nous disent qu'ils aiment aller dans les magasins. Vous voyez qu'à l'inverse, il y a des pays comme la Hongrie, l'Europe centrale, hein, d'une façon générale, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, où les résultats sont beaucoup plus mitigés. Alors pourquoi on a mis que les millennials, finalement, aimaient les magasins? Ben, vous l'avez ici. Donc j'ai repris la moyenne, hein. 47% des Européens nous disent que c'est un plaisir, 28% une corvée. Et vous voyez, quand on regarde les résultats par tranche d'âge, les millennials sont 57% à nous dire qu'aller dans les magasins, c'est du plaisir. 10 points de plus, pardon, 10 points de plus que la moyenne des autres répondants. Et ce qui est encore plus intéressant, vous voyez, c'est que quand on regarde les résultats par tranche d'âge, en fait, plus on est jeune, plus on trouve que c'est agréable d'aller dans les magasins. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire, et vous le verrez tout à l'heure, qu'ils n'utilisent pas le numérique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas que le magasin change. Mais ça veut quand même dire quelque chose, c'est que les jeunes, et en particulier les plus jeunes d'entre eux, ne rêvent pas d'un monde 100% virtuel, sans magasin, et qui prennent encore du plaisir à aller dans les magasins. Alors quand on va dans les magasins, qu'est-ce qu'on recherche en fait? Quels sont les avantages des magasins? Vous le savez, hein. D'abord, voir et toucher les produits. Évidemment, Internet, c'est très bien, mais on peut voir les produits, mais les toucher, c'est beaucoup plus difficile. Essayer les produits, évidemment, ça aussi, c'est un atout maître des magasins. Et moi, j'insiste beaucoup sur le troisième point. J'aime être conseillé par les vendeurs en magasin. La relation humaine, la compétence des vendeurs font la différence, peuvent faire la différence, à condition d'avoir des bons vendeurs, des vendeurs qui sont capables de faire la différence, qui connaissent bien leurs produits. Donc, ça passe par de la formation, des vendeurs motivés aussi. Donc, ça, c'est du management. Mais très clairement, quand on va dans un magasin et qu'on a affaire à un vendeur qui est moyen ou qui donne le sentiment de ne pas avoir envie ou qui donne le sentiment qu'on le fatigue, quand on est client, c'est insupportable. Donc, vraiment, gros point d'alerte sur les vendeurs. Ils peuvent faire la différence. Les bons vendeurs sont capables de transformer beaucoup de ventes, beaucoup de clients qui viennent un peu hésitants, un bon vendeur va le transformer en client qui achète. Par contre, le vendeur moyen, alors lui, il fait fuir les clients. Donc vraiment, le magasin, il a une belle carte à jouer sur la relation humaine, ce que ne peut pas offrir Internet, du moins aussi facilement. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, vous voyez, je suis par Internet et c'est quand même moins facile, moins agréable que si j'étais devant vous. C'est exactement la même chose pour les e-commerce et les magasins. Quand on a un vrai personnage en face de soi, un vrai vendeur, une vraie vendeuse, c'est quand même beaucoup plus agréable et le contact humain est irremplaçable. Je passe vite là-dessus parce que je l'ai dit. Tac. Très intéressant. Est-ce qu'il y a des circuits de distribution
qui sont plus rejetés que les autres. Les grandes surfaces alimentaires, par exemple, moi j'ai été frappé de ce résultat. 78% des personnes interrogées nous disent qu'ils aiment aller dans les magasins, dans les grandes surfaces alimentaires, l'hypermarché. Vous savez, on est tout le temps en train de se dire dans les médias, ah, l'hypermarché va mourir, plus personne ne veut y aller. Bon, quand on regarde les chiffres, objectivement, les hypermarchés, oui, ils perdent un peu de terrain, mais ça reste quand même des grosses locomotives en termes de distribution alimentaire. Et quand ils font moins 1% en chiffre d'affaires sur l'année d'avant, c'est le maximum. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que les jeunes ne rejettent pas non plus les hypermarchés. Vous le voyez, ils sont 78% à nous dire qu'ils aiment aller dans ces surfaces-là. Et que, en fait, la réalité, c'est que vous avez des hypermarchés qui sont beaux, agréables, avec des produits de qualité, des vendeurs qui sont présents et qui font bien leur travail, et ces magasins voient leur chiffre d'affaires progresser, et vous avez des hypermarchés qui sont mal tenus, qui sont pas beaux, et eux, ils sont désertés par les clients, parce que les clients n'acceptent plus ça. D'accord ? Il y a un degré d'exigence des clients qui est monté. Ensuite, les grandes surfaces spécialisées, que ce soit l'ameublement, le bricolage, ce que vous voulez, 70%, il n'y a pas d'écart non plus entre les jeunes. Les boutiques de proximité, les commerces, là aussi, on est au même niveau, 70%. Alors, moi, je suis maire de ma commune, en plus d'être économiste. Évidemment, mon commerce de proximité, j'essaie d'en prendre soin le plus possible. Ça passe par du stationnement, ça passe par beaucoup de choses. Mais il faut aussi dire les choses. Le commerce de proximité, ce n'est pas parce qu'il est de proximité que les clients vont y aller et vont consommer dedans. Si les produits proposés ne sont pas des produits de qualité, et ça existe aussi dans le commerce de proximité, si l'accueil n'est pas très agréable, et moi j'en connais des commerçants qui ne sont pas très agréables non plus, et si les prix sont stratosphériques, les clients ne viennent plus. C'est aussi simple que ça. Donc le commerce de proximité, il a une très belle carte à jouer, mais par contre, il est soumis aux mêmes exigences que les clients en termes de prix, de qualité d'accueil, de qualité des vendeurs. Et ce n'est pas parce qu'on est commerce de proximité que les clients font abstraction de tout ça. Les grands centres commerciaux, alors vous avez vu qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de centres commerciaux qui sont en difficulté justement par la montée en puissance d'Amazon. Et ils sont en train de se transformer petit à petit en centres d'attraction. Pas tout à fait, mais ils essayent de trouver des moyens de faire venir les clients en faisant des activités, des manèges, etc. Ce qui fait que le client, il vient dans ces centres-là, non plus forcément pour acheter en premier, mais il y va pour se divertir. Et une fois qu'il est sur place, il passe devant un restaurant, il mange sur place, il passe devant une boutique de vêtements, il se fait plaisir, il achète un pull, quelque chose. Et donc, en fait, l'idée, c'est de donner un motif supplémentaire au client de venir fréquenter ces circuits de distribution. Les grands magasins situés en centre-ville, c'est plus Paris quand même, il y en a, et des villages de marque, c'est un peu décalé, vous voyez, par rapport aux hypermarchés, par exemple, mais on a quand même pratiquement les 2/3 des jeunes qui nous disent que les villages de marque, ils aiment bien y aller. Les pratiques. Tout à l'heure, je vous disais que les jeunes aimaient bien aller en magasin, c'est vrai, mais ils utilisent Internet massivement. Aller sur Internet, voir les produits et les acheter ensuite en magasin, 68% des jeunes le font ou l'ont déjà fait. D'accord ? Bien sûr, ils font ça, mais ils peuvent aussi, sur certains produits, acheter directement sur Internet. 69% des jeunes nous le disent qu'ils le font. Typiquement, les produits comme la musique, aujourd'hui, est complètement dématérialisée ou quasiment. Les produits culturels aussi. Ça veut dire que le même client, il peut sur certains produits dire « moi, je veux absolument aller en magasin » et sur d'autres dire « je n'ai pas besoin d'aller en magasin, j'achète en ligne, un voyage par exemple ». D'accord ? Donc le client, il est bien cross-canal, multicanal, il utilise tous les canaux de distribution en fonction des produits et en fonction de l'intérêt qu'il aura d'aller dans un magasin. Aller dans un magasin, voir les produits et les acheter ensuite sur Internet, vous avez quand même 54% des jeunes qui le font. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Il y a un écart très important par rapport aux autres. Et là, j'attire votre attention parce que le piège, si vous voulez, c'est que quand le client est en magasin et qu'il repart, il ne dit pas au vendeur, il ne vous dit pas écoutez, je vais finalement l'acheter sur Internet. Parce que là, ce serait trop facile. Qu'est-ce qu'il dit à la fin de l'entretien ? Il dit « Merci beaucoup pour toutes ces informations, je vais réfléchir ». Non, il ne va pas réfléchir, il va l'acheter ailleurs. Toute la difficulté, et ça rejoint aussi quand même la formation des vendeurs, c'est que, évidemment, ce n'est pas vrai sur tous les produits, surtout en fonction de votre métier, en fonction des produits que vous vendez, mais toute la difficulté, c'est la formation des vendeurs qui ont peur, encore, majoritairement, je vais y arriver, d'évoquer le sujet Internet avec leurs clients. Moi, je suis frappé de voir qu'en tant que client, quand je vais dans un magasin, jamais un vendeur de l'UM me dit « Monsieur, est-ce que vous êtes allé voir sur Internet ?» C'est une erreur. Tous les clients vont voir sur Internet. Donc, autant aborder le sujet frontalement avec le client, justement pour essayer de détecter la concurrence Internet. On sait bien que quand on veut faire une vente, forcément, il faut essayer de détecter quels sont les concurrents qu'on a en face. Donc, il faut poser la question au client. Mais il faut poser aussi la question Internet. Si on ne le fait pas,
le risque est grand de voir le client dire à la fin « je vais réfléchir » et on ne revoit plus jamais le client. Comparer sur Internet les produits pendant que je suis en magasin, bah oui, avec la 4G, avec les smartphones, c'est hyper facile. Donc les clients, ils n'ont pas d'état d'âme, ils comparent, et surtout les jeunes. Et puis vous voyez un écart très important. En magasin, photographier un article et l'envoyer en temps réel, vous voyez que chez les 18-24 ans, il y en a 1 sur 2 qui le fait. Moi, j'ai une fille de 14 ans, alors elle n'est même pas dans le spectre de l'étude. Quand elle est dans les magasins et qu'elle regarde avec sa maman, comme elle dit, je vais faire du shopping, eh ben, elle m'envoie des photos de ce qu'elle veut acheter. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses, papa? Alors, elle me l'envoie même pas par SMS, elle me l'envoie sur Snapchat, parce qu'elle n'utilise que Snapchat. D'ailleurs, je ne sais pas pour les papas et les mamans qui sont dans la salle, je ne sais pas vous, mais les adolescents qui ont tous un téléphone portable, font tout avec leur téléphone portable sauf téléphoner en fait. Ils ne téléphonent jamais. Moi, ils me répondent jamais au téléphone. Et donc, ma fille, si je veux communiquer avec elle, c'est par Snap. Voilà. Et donc, quand elle est dans un magasin, elle prend une photo et elle me l'envoie par Snap pour me demander ce que j'en pense. Et ça, ce sont des pratiques qui sont ultra courantes. Un autre élément sur lequel j'attire votre attention, ce sont les réseaux sociaux, toujours. Alors, vous allez en parler, je sais, tout au long de la journée. Hein. J'ai bien entendu le programme formidable que vous a concocté Frédéric. J'en dis juste un mot, du coup, parce que je ne vais pas empiéter sur ce que vous allez voir. Mais suivre un magasin sur les réseaux sociaux, 55% des jeunes le font. Donc moi, je vous le dis, hein, ceux qui n'y sont pas encore, il faut y aller. Au moins pour une raison. Au moins pour une raison. Mais il y en a plein, des raisons. Mais c'est que si vous avez un client mécontent, il saura vous trouver sur les réseaux sociaux. Il ne va pas se perdre. Parce qu'un client qui n'est pas content et qui veut faire, qui essaye de contacter, d'alerter, etc., souvent, il le fait savoir sur les réseaux sociaux. Et s'il n'y a personne en face ou s'il le crie dans le vide, bah, les gens vont l'entendre sur les réseaux sociaux, les followers, etc., les gens sur la page Facebook, mais du coup, vous n'allez pas le voir. Donc, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Regardez l'importance des vidéos qui sont postées sur Internet. Regardez les nouveaux YouTubeurs. Les YouTubeurs spécialisés, vous pouvez prendre n'importe qui. Prenez l'atelier de Roxane, par exemple. Je prends cet exemple parce qu'elle est suivie, elle est beaucoup suivie. Et chaque fois qu'elle fait une vidéo de recette de cuisine, elle est vue 600, 700 000 fois, c'est-à-dire 2 fois l'audience de BFM TV. Les YouTubeurs aujourd'hui sont des influenceurs majeurs. Ce qui fait que le réflexe des jeunes, des millennials aujourd'hui, quand ils ont une question, quand ils se posent une question, ils vont chercher des tutos sur Internet. Donc, par exemple, si vous êtes spécialisé dans le bricolage et que vous n'avez pas de vidéo sur comment poser du carrelage, bah évidemment, vous prenez le risque que ce soit un de vos concurrents qui ait une vidéo qui remonte dans les moteurs de recherche et du coup, qui fasse apparaître sa marque en premier. Donc, j'attire votre attention là-dessus. Les influenceurs sont très puissants et les vidéos prennent une place de plus en plus importante dans cette influence-là. Poser une question à un magasin sur les réseaux sociaux, bah oui, c'est très, très courant, hein, et de plus en plus courant, notamment chez les jeunes. Et puis les forums de discussion, attention à ce qu'on dit de vous dans les forums de discussion. Quand vous regardez aujourd'hui TripAdvisor, par exemple, vous avez des restaurateurs qui tous les matins commencent leur briefing en regardant les avis qui ont été laissés sur ces sites-là, parce que c'est hyper important et que ça a un impact direct sur la clientèle potentielle qui voudrait venir dans les restaurants. Donc attention au bruit sur les réseaux sociaux. Quand on regarde les différents secteurs d'activité, hein, vous avez le secteur de l'alimentaire, ameublement, bricolage, jardinage, équipement de la personne, produits d'hygiène, beauté, équipement de sport, électroménager, produits technologiques et produits culturels. Vous regardez ceux qui achètent tout en ligne, vous voyez qu'ils sont extrêmement minoritaires. Seulement 4% des personnes interrogées achètent l'alimentaire en ligne, puis ça monte jusqu'à 14% pour les produits culturels. Ce qui veut dire que le bon modèle, mais vous l'avez compris maintenant depuis longtemps, ce n'est pas ou Internet ou les magasins, c'est bien et Internet et les magasins. D'accord ? C'est l'articulation des deux, la bonne articulation des deux qui fait la différence. Y compris d'ailleurs chez les jeunes, vous voyez que ce n'est pas 50% des millennials qui nous disent « Ah là là, ben moi j'achète tout mon alimentaire en ligne ». Ce n'est pas vrai, c'est seulement 7%. Alors c'est quand même 7%, mais ça n'est que 7%. Est-ce que les magasins auront changé d'ici 10 ans? Oui, pour les 3/4 des jeunes. Donc ça veut dire que pour l'instant, j'ai envie de dire que le magasin bénéficie d'un a priori favorable de la part des jeunes, mais pour autant, ce que se disent les jeunes, c'est qu'il ne peut pas rester en l'état. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il progresse, il faut qu'il change. Alors, quelles sont les attentes? Première attente, vous l'avez justement ici, c'est un petit jeu de mots, éviter de perdre du temps au magasin. L'attente aux caisses, trop de monde, c'est insupportable. La difficulté d'accès aussi. Pensez une chose, hein, aujourd'hui, le bien le plus précieux dans notre société, c'est le temps. On n'a plus de temps disponible. Regardez vos vies les uns les autres. Alors, bon, en plus, vous êtes des chefs d'entreprise, des responsables, etc. Donc, vous avez un emploi de temps qui est très chargé. Mais le temps, c'est ce qui nous manque. D'accord? Donc, on a de moins en moins de temps à consacrer
à nos visites dans les magasins. Donc ça veut dire que si on décide d'aller dans un magasin, si on décide de payer, en quelque sorte, sur son temps personnel, alors qu'on a de moins en moins de temps disponible pour aller dans un magasin, il faut vraiment que ça vaille le coup. C'est-à-dire qu'il faut que le magasin me propose quelque chose que je ne peux pas avoir en ligne. Je vais le dire encore autrement. Si le magasin de demain, c'est un magasin qui se contente de mettre en vente des produits et simplement une mise en rayon de produits, ben, il a du souci à se faire. Parce que ça, Internet le fera toujours mieux, il aura toujours plus de références, et en plus, Internet, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, le magasin de demain, il doit proposer d'autres choses qui permettent aux clients de se dire, oui, ça vaut le coup d'aller en magasin. C'est essentiel. Hein. Voilà. Et puis, vous voyez, les vendeurs pas assez qualifiés, ça aussi, hein, vous arrivez dans un magasin, vous posez 2 questions à un vendeur, vous avez l'impression soit que vous le saoulez, soit qu'il ne connaît pas ses produits, ben c'est bon, hein, vous n'avez pas de temps à perdre, vous en allez. Vous dites, ils sont incompétents ici. Donc là aussi, attention, je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend du magasin de demain? De vivre des expériences sensorielles. Donc, il faut absolument, ça fait cette fameuse expérimentation client, il faut qu'il puisse avoir des expériences que Internet ne peut pas lui offrir. Lui proposer des espaces de détente, de relaxation, proposer un café, ouais, c'est quand même pas mal quand on est client, on est content qu'on prenne soin de soi, on prend ou on ne prend pas, mais voilà, c'est des petites attentions qui font la différence. Internet ne propose pas de café, vous voyez. Je serais avec vous, j'aurais bu un café ce matin. Là, je suis derrière mon écran, je ne bois pas de café. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça aussi, ce sont des petites choses qui comptent. D'avoir des activités de loisirs complémentaires. Alors évidemment, c'est plutôt dans les centres commerciaux que ça se passe. Je vous l'ai dit, aux États-Unis, mais même en France, il y a des réflexions avec les grands opérateurs de centres commerciaux de voir comment on peut essayer de trouver des solutions pour donner envie aux clients de venir. Ce n'est pas la vente de produits en rayon qui va le faire venir, c'est plutôt les activités de loisirs. De payer le plus rapidement et de scanner le contenu de mon panier sans avoir à sortir ce qu'il y a dedans. Ça paraît de la science-fiction. Bon, certains d'entre vous ont certainement entendu parler de Amazon Go. Amazon est un pure player, même plus maintenant, puisqu'ils ont racheté une chaîne de magasins Whole Foods. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est intéressant. Amazon, qui ne faisait que des ventes en ligne, s'est mis à racheter une chaîne de magasins. Ça prouve bien que même Amazon ne croit pas du tout que demain, ce sera un avenir 100% virtuel. Mais Amazon invente le magasin de demain. Et c'est incroyable de voir que c'est Amazon qui a inventé le magasin sans caisse. Alors, ils sont en train de le tester, Amazon Go, à côté de chez eux, mais petit à petit, ils vont progresser et vous rentrerez dans un magasin, vous ressortirez avec vos produits sans être passé à une caisse, sans avoir rien scanné. Ce n'est pas de la science-fiction, ça va arriver. Et là, encore une fois, ça répond à la problématique de « j'ai pas le temps ». Aujourd'hui, je ne sais pas vous, moi en même temps, je suis peut-être un peu impatient comme garçon, mais quand vous arrivez dans un magasin, si vous avez 3 personnes dans un hypermarché devant vous à la caisse, vous soufflez, vous dites c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a un degré de patience qui est très limité. Et donc, c'est une vraie problématique. Et donc, le magasin de demain, effectivement, il y a de fortes chances qu'il soit un magasin hyper fluide. Dernier point, avoir des horaires d'ouverture plus larges. Je tiens juste votre attention sur un point. Je vous disais tout à l'heure qu'on est tout le temps en train de lutter contre le temps. N'oubliez pas une chose, c'est que le soir, les gens n'ont plus le temps d'aller dans les magasins, ou de moins en moins le temps, parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, il y a plein de choses à faire, et qu'à l'inverse, le temps de midi est devenu un temps stratégique. On a réduit notre temps de déjeuner, en gros, on mange un sandwich et en un quart d'heure, et les 45 minutes qui restent, on peut les consacrer à aller dans les magasins. Le seul problème, c'est que si les magasins sont fermés entre 12h30 et 13h30, effectivement, ça devient compliqué. Et moi, j'ai l'exemple, peut-être que j'avais déjà cité cet exemple une fois quand j'étais venu vous voir, mais j'ai l'exemple précis d'un magasin qui a changé ses horaires de fermeture entre midi et 2. Avant, il fermait de midi à 14h, il négociait avec les IRP, les instances représentatives du personnel, pour fermer de midi 30 à 13h30, donc de réduire d'une heure la fermeture entre midi et 2. Résultat, plus 15. Voilà, c'est simple. Le chef d'entreprise me disait, je ne supporte plus de voir les clients arriver à midi, pousser la porte et de trouver la porte fermée. Voilà, et il y en avait de plus en plus. Et en faisant ça, il a augmenté son chiffre d'affaires. Évidemment, Internet, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est imbattable. Mais voilà, il y a quand même peut-être possibilité d'améliorer un peu les choses dans ce sens. Voilà, la possibilité de réserver une place de parking. Alors évidemment, quand on est en commerce de centre-ville, c'est le nerf de la guerre, on le sait. Donc il y a des places réservées pour les clients, 15 minutes maximum, à condition que les commerçants eux-mêmes n'utilisent pas ces places. Ça arrive. Voilà. Et puis, d'avoir un service de garderie d'enfants pendant la durée de vos achats. Les enfants, c'est une problématique majeure. Hein. Je prends l'exemple de la restauration, mais quand vous êtes papa, maman d'un ou deux enfants en bas âge, aller dans un restaurant autre que les restaurants où on mange des frites, c'est quasiment mission impossible parce que vos enfants, ils restent à table 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, ils ne supportent plus. Donc, s'il n'y a pas un endroit pour qu'ils aillent s'amuser, qu'ils aillent s'occuper,
bah, il y a de fortes chances pour que ce restaurant-là, les jeunes parents n'y aillent jamais. Voilà. Sauf à faire garder leurs enfants le soir, mais ça leur coûte des sous. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte. Voilà, j'ai fait ça un peu rapidement. Je suis un peu désolé de ne pas être avec vous. J'ai essayé de ne pas être trop long non plus, parce qu'à distance, ce n'est pas facile. Et puis, je sais que vous avez beaucoup de choses à voir. J'espère que ça vous a intéressé. Frédéric, je ne sais pas si il y a une ou deux questions éventuellement. Allez, on va prendre 2 questions. Alors, je vais déplacer le micro pour que tu entendes la question. Oui, bonjour et merci beaucoup. Le titre, c'était France-Espagne, tendance de consommation on-off-line, ce qui nous intéresse énormément ici, nous qui sommes frontaliers. Est-ce que vous avez des informations sur la différence de consommation online entre la France et l'Espagne? Merci. Alors, je vais vous faire une réponse. Quand je suis à distance comme ça, je suis obligé de faire un peu vite. Je ne suis pas rentré dans les détails de différences par pays. Entre la France et l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de différences. Vous pourrez aller voir, vous allez sur le site internet observatoirectlm.com, vous téléchargez l'étude, vous avez tous les résultats par pays. En 2 clics, vous téléchargez l'étude et toutes les questions, vous les avez France, Espagne et tous les pays. Et vous verrez qu'en réalité, il peut y avoir des différences fortes entre Europe du Sud et Europe du Nord. C'est une question de culture en fait, mais les pays latins, les pays méditerranéens sont assez proches les uns des autres. Et on a plus d'écart à la limite avec l'Allemagne qu'avec l'Espagne ou l'Italie, ou même avec le Portugal. Donc il peut y avoir quelques écarts, mais franchement, ils ne sont pas majeurs. Oui, on avait parlé avec Flavien. En effet, on voulait faire un focus différencié sur France-Espagne, mais il y a très peu de différence. On est très proche d'eux. Niveau réseaux sociaux, ils sont peut-être un petit peu en avance par rapport à nous, ce qu'on constate. Voilà. Une autre question ? Il n'y a pas d'autres questions, Flavien ? Écoute, on va te remercier chaleureusement. On va te demander de revenir, mais on prendra une demi-journée avec toi. Tu vas revenir physiquement au Pays Basque et on pourra beaucoup plus facilement échanger avec toi. On te voit, nickel. On va te remercier chaleureusement. Une salve d'applaudissements pour Flavien, quand même. Bon, merci beaucoup. Tu sais que dans la plupart de mes travail à vous. Ok, Flavien, passe une bonne journée et à très vite au Pays Basque. Et merci pour tout. Hein.